Accord PCPS pour les municipales, mais pas encore de liste commune publiée. Georges Marchais est notre invité dans ce journal. Série d'arrestations de membres de l'ETA, notamment à Bayonne, pour l'un des dirigeants de l'organisation terroriste basque. Oui à Super Phoenix, le surgénérateur va redémarrer. Une fuite avait été constatée il y a 20 mois sur le réacteur. La passion aux Jeux Olympiques. En 92 à Albertville, les Jeux Olympiques seront retransmis par Antenne 2 et FR3. Ronald Reagan fait ses adieux. Les gestes du président ont-ils copié les gestes de l'acteur? Un étonnant document à la fin de ce journal. Bonsoir, et pour commencer cette histoire qui nous ferait croire au miracle, des survivants ont été retrouvés à Léninakan en Arménie, la ville qui avait été complètement démolie par le tremblement de terre du 7 décembre. 35 jours après, oui 35 jours, 6 hommes sont sortis de la nuit. Rémi Roche. Aïkaz Akopian, 50 ans, il vient de passer 35 jours sous les décombres de son immeuble, prisonnier en compagnie de 5 autres hommes. Le 7 décembre, Aïkaz demande à 5 voisins de l'aider à remonter de la cave 2 lourdes jarres. Juste à ce moment, nous avons entendu un grondement terrible. J'ai pensé qu'une guerre avait éclaté, raconte-t-il. Les murs et le plafond tremblent, s'effritent, mais la cave résiste. Ils sont sains et saufs, bloqués dans le noir. Par chance, la cave est pleine de provisions, des conserves, des légumes et des jus de fruits qu'ils vont consommer avec économie. Aïkaz possède en plus quelques rudiments de médecine et il soigne ses camarades blessés. Un véritable miracle, en tout cas, une histoire incroyable, car c'est sous un immeuble de 8 étages, réduit à un gros tas de gravats, que les 6 hommes ont survécu. Jamais ils n'ont perdu le moral. Pas un instant, disent-ils, nous avons douté d'être un jour découverts et libérés. Un très gros coup de filet dans les milieux terroristes basques. Hier à Bayonne et à Poitiers, 10 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, l'un des hauts responsables de l'ETA, peut-être l'un des tout premiers dirigeants. Cela montre en tout cas la détermination de la police française à vouloir décapiter l'ETA. Et cela en collaboration avec les Espagnols. Tout de suite, les faits, Hervé Brusini, Philippe Etcheverry. Des policiers espagnols et français sont là. Tête baissée, Yoshua Ternera va subir ses premiers interrogatoires. Rompu aux techniques de la clandestinité, il s'est rasé la barbe. Mais pour celui qui se nomme en réalité Urrutico Echea, ça n'a pas suffi. Depuis un mois, une armada de véhicules banalisés surveillait ses allées et venues, tout spécialement autour de cette maison. Hier soir, les renseignements généraux du commissaire Bardon ont tendu leur piège. Ternera et une amie sortent de la villa, avec cette moto. Les policiers simulent un accident, ici même. Armé d'une grenade et d'un automatique 9 mm, Ternera tente de s'enfuir, tire un coup de feu. Finalement, il est ceinturé. L'un des tout premiers responsables de TA militaire vient d'être arrêté. Il s'était exilé en France depuis les années 70. Membre du comité exécutif de l'organisation séparatiste, son interpellation représente un rude coup pour ETA. Mais les spécialistes le savent, malgré la mort de Tchomine, le chef historique, l'arrestation de Chantipotros en 87, les séparatistes ont toujours su se donner de nouveaux chefs. D'ailleurs, la direction de l'organisation est collégiale. Une vingtaine de membres, selon la police espagnole. À Madrid, c'est la satisfaction. Le chef du gouvernement, Felipe González, a qualifié d'importante l'arrestation de Ternera. Ternera, dont l'extradition devrait être demandée dans les prochaines heures. La politique, le PS et le PC se sont mis d'accord cet après-midi. Il y avait un sommet rue de Solferino, au siège du PS, donc entre les deux numéros 1 de chaque parti, Pierre Mauroy et Georges Marchais. Pas de liste publiée en perspective des municipales, mais un mot d'ordre, s'opposer aux initiatives de la droite pour revenir au pouvoir. Roland Sicard. Il est des regards qui ne trompent pas. Socialistes et communistes paraissaient irréconciliables après les passes d'armes de la dernière session parlementaire. Les voici de nouveau ensemble, mais pour un accord de raison. Une gauche allant en ordre dispersé à la bataille des municipales n'aurait fait l'affaire ni du PS ni du PC. Résultat, une déclaration commune aux deux partis, la première depuis 6 ans, mais aussi un échange d'amabilité qui montre que la discussion a été rude. Pierre Mauroy a une petite responsabilité, il a voulu geler la situation. Oui. Nous pourrions. Mais je vais répondre à Georges Marchais que, heureusement qu'on a voulu un accord national, ça facilite les choses quand même, hein, d'une certaine façon. Accord difficile, mais accord tout de même, et dans l'affaire, chacun a dû faire des concessions.
Les communistes ne mêleront pas leur voix à celle de la droite à l'Assemblée nationale. Le gouvernement de Michel Rocard peut donc être tranquille. Le PS, de son côté, modère ses ambitions. Le PC devrait conserver la tête de liste dans la plupart des communes où le maire sortant est communiste. Des décisions qui restent maintenant à appliquer à la base, ville par ville. Ce ne sera sans doute pas le plus facile. Alors voilà donc ce qui s'est passé cet après-midi rue de Solferino, au siège du PS. Avec nous ce soir, Georges Marchais. Bonsoir Monsieur Marchais. Bonsoir. Alors, cela fait 6 ans qu'on n'avait pas vu un tel sommet entre le PC et le PS. Alors donc, pour les municipales, il y aura des listes de rassemblement de la gauche. Est-ce que, Monsieur Marchais, c'est l'union de la gauche que vous reformez avec le PS? Ah, c'est la reconduction, effectivement, de l'accord qui avait été conclu en 1983, c'est-à-dire que communistes, socialistes, radicaux et autres forces de progrès vont se rassembler sur des listes d'union de la gauche avec un double objectif. D'une part, conserver les mairies que nous gérons ensemble, avec le maire communiste quand il est communiste, avec le maire socialiste quand il est socialiste, avec le radical de gauche quand il est radical de gauche, et essayer ensemble de gagner d'autres municipalités sur la droite. Par conséquent, cet accord ouvre des possibilités. Georges Marchais, j'imagine que vous vous sentez lié par cet accord politique. Est-ce que cela signifie par exemple que vous allez vous abstenir de critiquer le gouvernement dans les 2 mois qui viennent? Non, écoutez, l'accord, la déclaration commune, elle est très claire. Nous ne portons pas la même appréciation sur la politique gouvernementale et nous continuerons chaque fois que nous considérerons que la politique menée par le gouvernement n'est pas conforme aux intérêts de la population, nous le dirons et même... Vous pourriez continuer à soutenir des grèves, par exemple, dans les transports. Laissez-moi finir. Et même, nous combattrons effectivement cette politique. Cela étant dit, nous affirmons très clairement que notre adversaire, c'est la droite. Nous combattons la droite, et d'ailleurs nous n'avons cessé de le faire. Enfin, nous avons appelé à voter François Mitterrand pour battre Chirac. Nous avons appelé à voter pour des députés socialistes qui étaient arrivés avant le communiste pour battre la droite. Mais pour combattre la droite, Monsieur Marchais, il faut soutenir le gouvernement de Michel Rocard. Non, 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 ça c'est une vue étroite de la situation. On peut très bien, sur le plan gouvernemental, avoir une vue différente sur la façon de gérer les affaires du pays, conformément aux intérêts des travailleurs et aux intérêts de la nation. On peut, sur ce terrain, avoir des divergences, mais cela n'empêche pas que sur le terrain municipal, nous pouvons gérer ensemble. Alors revenons-en justement aux listes de rassemblement. D'ailleurs, attendez, il y a une expérience. Depuis bien avant 1983, ça fait 15 ans que dans certaines villes on gère ensemble. Et depuis 1983, nous gérons dans beaucoup de villes. Et pourtant, vous le savez bien, entre nos 2 partis, eh bien, il y a eu des moments et il y a des moments difficiles. Il s'agit d'élections municipales. L'objectif, c'est d'empêcher la droite de prendre des municipalités. Là, on l'a bien compris, Georges Marchais, mais combien il y aura de listes de rassemblement, donc, dont on a parlé, dans les grandes villes, par exemple? Partout. Si ça dépend des communistes. Bon, à droite, il n'y aura pas de primaire, Monsieur Marchais? Il n'y aura aucune primaire? Ah, pas du fait du Parti communiste. Le Parti communiste, et je l'ai dit et redit cet après-midi, le Parti communiste, en appliquant d'ailleurs très fermement, très résolument l'accord, c'est-à-dire les engagements que nous avons pris ensemble, selon nous, il ne doit pas y avoir de primaire. Est-ce que, par exemple, on pourra trouver des communistes, Monsieur Marchais, sur des listes menées, par exemple, par Jean-Pierre Soisson ou Jean-Marie Roche? Ça, non, c'est très clair, et le Parti socialiste le sait, nous l'avons dit. Nous ne participerons pas aux listes à Auxerre, à Metz, et éventuellement, si Durafour ou Stoléru étaient candidats dans une autre ville. Le Parti socialiste le sait, c'est très clair. Il y a donc des bavures? Non, ce n'est pas des bavures. Pourquoi vous appelez ça une bavure? Nous avons toujours dit que pour ce qui nous concerne, nous ne pensons pas qu'il est possible de faire une politique de gauche dans les municipalités avec des hommes de droite. C'est la raison pour laquelle
nous sommes opposés à des alliances avec la droite. Cela étant dit... Dernière question, Georges Marchais, dernière question. Non, attendez, parce qu'au fond, l'ensemble de vos questions ramènent à essayer de minimiser, peut-être pas à essayer, mais en tout cas à minimiser la portée de l'accord qui a été réalisé. Moi, je considère que, naturellement, c'est en bas maintenant que tout va se régler. Dès demain, il faut engager la discussion dans chaque ville, dans chaque département, pour aboutir à un accord. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est clair. Nous voulons que tous les maires communistes conservent leur municipalité. Nous voulons que tous les maires socialistes conservent leur municipalité. Et nous voulons gagner ensemble d'autres municipalités sur la droite. Voilà l'objectif. Je crois qu'effectivement, on a bien compris. Georges Marchais, simplement une dernière question, sans rapport, vous allez voir. Il y a eu récemment des affaires de fraude en bourse qui concernent beaucoup les milieux proches du pouvoir. Enfin, on l'a dit, c'est par exemple l'affaire Péchinet, l'affaire de la Société Générale. Vous en avez parlé, ça, avec M. Mauroy? Non, on va pas parler de ça. Pas du tout. Et vous avez un sentiment là-dessus? Nous sommes... Je participe à l'heure de vérité lundi soir. Eh bien, si on me pose la question, j'y répondrai à l'occasion de l'heure de vérité. Pour ce soir, il s'agit uniquement de bien comprendre qu'un accord a été réalisé, que maintenant, il faut travailler d'arrache-pied très vite dans chaque ville pour aboutir à une liste d'union. Je crois que nous l'avons bien compris, Georges Marchais. Merci beaucoup. Vous l'avez peut-être bien compris, mais c'est important que les téléspectateurs comprennent dans leur intérêt, dans l'intérêt des populations, l'intérêt qu'il y a à conserver les maires communistes et aussi les maires socialistes et à gagner de nouvelles mairies. Merci Georges Marchais. Au revoir. Nous en venons justement à l'affaire Péchinet. Elle prend de plus en plus une tournure politique. Il s'agit d'une affaire de fraude en bourse au moment du rachat d'une société américaine par Péchinet. Vous le savez, des personnalités politiques proches du pouvoir sont en cause, je le disais à l'instant. Cette fois, les états-majors politiques s'emparent de l'affaire. L'opposition aujourd'hui est montée au créneau et les ministres ont aussitôt répondu. Compte rendu de cette journée. Y aura-t-il une nouvelle enquête sur l'affaire Péchinet? Aujourd'hui, l'opposition monte au créneau et demande que la commission des finances de l'Assemblée nationale soit saisie de l'affaire. Les procédures se sont poursuivies et nous souhaitons qu'elles aillent vraiment jusqu'au bout, car la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir de l'argent, le pouvoir socialiste et le pouvoir de l'argent, que cette affaire est en train de révéler, est très très grave. Parmi les noms cités dans l'affaire Péchinet, celui d'un collaborateur direct de Pierre Bérégovoy. Aujourd'hui, le ministre s'insurge et déclare « Je suis entouré de gens honnêtes ». J'ai demandé à la COB d'agir avec célérité, autrement dit d'agir vite, et de rechercher la vérité par tous les moyens. Mais dans une autre affaire, celle de la Société Générale, où seraient mêlés à la fois la Caisse des dépôts et des banquiers proches de l'opposition, le ministre de l'Industrie, Roger Fauroux, jette un nouveau pavé dans la mare et dit « Cette affaire aussi est très grave ». Elle est grave parce qu'elle pose un problème du rôle d'une institution comme la Caisse des dépôts, c'est tout. Mais tout le monde en est bien d'accord. Il faut qu'il y ait un débat, le débat est largement ouvert, qui s'ouvre sur ce problème. C'est ça que je dis. Donc la COB aille jusqu'au bout. Ah oui, tout à fait. Et pourtant, ce soir, la Commission des opérations de bourse réaffirme qu'elle n'enquêtera pas sur l'affaire de la Société Générale. Et au chapitre économique, toujours, j'ajoute qu'Alain Chevalier, président du directoire de Moët & Cie Louis Vuitton, LVMH, comme on dit quand on est branché, Alain Chevalier donc a démissionné. C'est un début de dénouement pour cette affaire qui, là encore, faisait beaucoup parler à la bourse. Après plus de 20 mois d'arrêt, Superphénix va fonctionner de nouveau. Le ministre de l'Industrie vient de donner son autorisation pour que redémarre ce réacteur surgénérateur, construit sur le Rhône à Cresmalville. On en avait beaucoup parlé au moment de son arrêt en mars 87. À l'époque, on avait découvert une fuite et tout le monde s'était alarmé. Patrick Esther. Après 20 mois d'arrêt, les techniciens d'EDF vont donc pouvoir remettre en service le réacteur de Superphénix. Les autorités de sûreté ont donc donné officiellement leur feu vert ce matin, du moins à titre provisoire jusqu'au 1er septembre 89. Depuis la découverte en avril 87 d'une fissure de 60 cm dans le métal de la cuve du barillet de chargement en combustible, les techniciens du nucléaire ont dû répondre à plusieurs questions. Le réacteur peut-il en toute sécurité fonctionner sans ce système? Le métal de la cuve du réacteur lui-même n'est-il pas atteint de la même maladie? Et surtout, comment faire face à une fuite éventuelle sur ce réacteur? Aujourd'hui, les autorités de sûreté pensent que ces points sont réglés.
Les autorités helvétiques ont été informées de la décision prise. Mais du côté des écologistes français et suisses, les protestations commencent à gronder. Le gouvernement se remet-il à Dieu pour assurer la sécurité du surgénérateur? Il fait démarrer une chaudière atomique sans l'une des pièces essentielles de sa sécurité, c'est-à-dire le barillet, qui avait été considéré comme indispensable au moment du démarrage initial du surgénérateur. Aujourd'hui, la France est, avec le Japon, l'un des derniers pays au monde à s'entêter à développer du nucléaire, c'est-à-dire une voie que nous considérons comme dangereuse et absurde. Merveille de technologie pour les uns, machine infernale pour les autres. Au-delà des problèmes techniques ou économiques, Superphénix reste pour beaucoup le symbole du risque nucléaire. Une quinzaine d'interpellations dans les milieux royalistes à Paris. C'est la suite de l'agression commise vendredi dernier au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris contre la chanteuse Hélène Delaveau et son spectacle de chansons de la Révolution. Voyons maintenant d'autres informations sur les affaires criminelles dont nous vous avons parlé ces jours derniers. Pascal Deschamps. La voiture du juge Bernard a bien été sabotée. Les deux durites, d'arrivée d'essence et du liquide de frein, ont été sectionnés, a affirmé aujourd'hui le procureur adjoint de Lille. Jean-Pierre Bernard, chargé jusqu'au début de la semaine d'instruire l'affaire Canson, était venu prendre ses nouvelles fonctions au palais de justice de Lille mercredi, et c'est lorsqu'il descendait la rampe d'accès du parking que ses freins ont lâché. Une information judiciaire a été ouverte. Les recherches se sont poursuivies aujourd'hui en forêt de Fontainebleau pour déterminer quand et comment les deux disparus de la Toussaint ont été tués. La police scientifique s'intéresse notamment aux deux douilles et aux traces de pneus découvertes à proximité. Les enquêteurs pensent que les corps ont été déposés ici récemment. Pour preuve, l'endroit n'avait pas échappé aux premières recherches. Quant au corps, il ne présente pas l'aspect de décomposition qu'il devrait avoir après plus de 2 mois en plein air. Les résultats de l'autopsie seront connus à la fin de la semaine. La 4e journée du procès d'action directe a été consacrée à l'audition des derniers témoins devant un box vide. Amenés au palais de justice, Aubron, Ménigon, Rouillant et Cipriani ont préféré aujourd'hui encore rester dans la salle d'attente des accusés où ils peuvent parler librement ensemble. Leurs avocats, qui refusent depuis le début de la semaine de discuter des faits eux-mêmes, étaient là mais sont restés muets, se réservant pour leur plaidoirie prévue samedi. Le verdict sera connu en fin de soirée. Hier soir, le président Reagan a dit adieu au peuple américain, 9 jours avant son départ officiel de la Maison-Blanche. Ronald Reagan a tenu à avoir une dernière conversation avec le peuple américain. Écoutez le ton de leur conversation. We meant to change a nation, and instead, we changed a world. My friends, we did it. We weren't just marking time, we made a difference. We made the city stronger, we made the city freer. And we left her in good hands. And so, goodbye, God bless you, and God bless the United States of America. 8 ans de présidence qui se terminent pour Ronald Reagan. Lorsqu'il achèvera son mandat le 20 janvier, il laissera une image forte dans l'histoire de son pays. Qui l'eût cru il y a seulement 8 ans? À l'époque, Ronald Reagan n'était qu'un acteur qui avait réussi dans la politique. Mais au fond, l'image de l'acteur l'a-t-elle quitté? On ne s'en sépare pas si facilement lorsqu'on a tourné 50 films à Hollywood. Même si ces films comme Sombre Victoire, La Loi et l'Ordre ou encore La Fille de John Beach, même si ces films ne sont pas vraiment des chefs-d'œuvre. Paul Nahon et Alexandre Gunuet se sont livrés à un savant montage. Les gestes de Reagan président et les gestes de Reagan acteur d'Hollywood. Regardez, c'est époustouflant. Qui a réellement gouverné, l'acteur ou le président? Ronald Reagan a déjà répondu à cette question, les deux à la fois. Ronald Reagan qui demandait souvent en public, mais comment quelqu'un qui n'a jamais été acteur peut-il devenir président? Ronald Reagan va quitter la scène, celui dont on affirme déjà que c'est le plus grand président depuis Roosevelt. D'Hollywood à la comédie du pouvoir, il n'y avait presque qu'un pas. Il a joué à la Maison-Blanche son meilleur rôle, avec à ses côtés sa partenaire préférée Nancy, sa deuxième femme, rencontrée sur un tournage.
Only this time I didn't have to stay and take it. I was strictly on my own. 50 films où il a incarné le mythe du héros américain, l'aventurier des temps modernes. Strategic withdrawal. Principale qualité de l'acteur, écoutez. Principale qualité du président, écoutez. Il a utilisé le fait d'être un acteur professionnel pour se constituer un rôle politique. C'est très important et il a réussi à merveille. Reagan, qui a commencé par être commentateur de baseball à la radio, et ensuite il a incarné l'aventurier, il a incarné des rôles un peu fabuleux, et de là il est passé au président, ce qui représente une espèce de mythe de la réussite qui a beaucoup d'attrait pour les Américains. Au pouvoir, comme dans ses films, il a su employer les mots simples, le bien, le mal, des mots qui sont allés tout droit au cœur de ses concitoyens. L'ancien Premier ministre japonais Nakasone a affirmé « J'admire Reagan parce qu'il ressemble à John Wayne ». You wanted law and order in this town. You've got it. En tout cas, jamais un président n'aura quitté la Maison-Blanche avec une telle popularité. Popularité à son zénith après l'attentat dont il a été victime, il lui aura fallu seulement une semaine pour récupérer. Sur l'album photo de ses 8 ans, sans doute son plus beau souvenir. Le grand communicateur aura même réussi à faire oublier qu'il est le premier président divorcé dans toute l'histoire des États-Unis. Sa femme Nancy a joué un rôle capital de conseillère, en fait sa seule confidente. Le film se termine avec une fin heureuse, comme à Hollywood, où les Reagan vont retourner, mais seule l'histoire dira si l'acteur a été bon président. Étonnant, non ? Cette décision des autorités de Moscou, le Nagorno-Karabakh, qui était réclamé par l'Arménie, restera à l'Azerbaïdjan, mais, et c'est important, il aura une administration particulière. Cela veut dire que Moscou surveillera cela de près. D'autres informations internationales de ce mercredi, en bref, en images. Véronique Saint-Olive. Signature à Alger en début d'après-midi d'un accord commercial sur le gaz entre la France et l'Algérie. L'aboutissement de 2 ans de négociations entre Gaz de France et la Sonatrach algérienne. Le prix convenu n'est pas encore connu, mais l'accord serait applicable de 87 à 89. Des chasseurs israéliens volant à basse altitude ont bombardé pour la 2e fois en 24 heures les positions palestiniennes au sud Liban. Le raid d'aujourd'hui était dirigé contre une base du Fatah, conseil révolutionnaire d'Abou Nidal. 4 personnes ont été blessées au cours de ces attaques. Autre lieu, autre mœurs, la députée israélienne Shulanit Aloni et le représentant de l'OLP Ibrahim Souss se parlent. C'était au Sénat tout à l'heure, au cours du colloque organisé par l'association Initiative pour la paix au Proche-Orient. La présence des 4 députés israéliens fait scandale en Israël. Une loi leur interdit de rencontrer des membres de l'OLP. La brigade franco-allemande existe. La preuve, l'inspecteur général de l'armée de terre ouest-allemande a annoncé sa première manœuvre pour la fin de l'année 90. Helmut Kohl et François Mitterrand avaient souhaité en 87 la création de cette brigade. Son commandement sera alterné. Reste à résoudre 2 problèmes de taille, l'uniforme et la coupe de cheveux. Cette devise que j'aime bien, on finit toujours par tomber du côté où l'on penche. Une devise que l'on pourrait appliquer au boxeur Jean-Claude Fontana. Surveillé depuis 1 an, les policiers ont fini par l'arrêter pour trafic de drogue. C'était un boxeur toulonnais d'une bonne valeur internationale. Enquête de Patrice Velay. Chaos judiciaire pour Jean-Claude Fontana sur la route des championnats du monde. Un palmarès de gagnant pour ce poids welter, 20 combats, autant de victoires. Mais aujourd'hui, la justice se mêle de sa carrière. Accusation convergente de 5 inculpés, Fontana aurait été leur principal fournisseur de cocaïne. Au club de la Seigne-sur-Mer, c'est la stupéfaction.
gentil garçon, toujours le sourire, toujours serviable. C'était un peu le chouchou même du ring sénois. Hein. Jean-Claude n'a jamais eu une attitude qui laissait supposer quelque chose. Je suis KO. Là, je suis complètement KO, je cherche à comprendre, j'attends de comprendre. Question, physiquement, il n'y avait aucun problème. Il a toujours été vraiment très bien, il était entier, il travaillait... Non, il n'y a rien de normal, absolument rien. Drogué, Fontana n'aurait jamais mené sa carrière. La célébrité, en revanche, lui aura peut-être attiré de mauvais amis. Dans le dossier, pas de preuves flagrantes, filature et perquisition n'ont rien donné. M. Fontana est mis en détention à Nice. Dans un certain sens, ça répond aux nécessités de l'enquête sur le plan proprement juridique de l'accession à la vérité dans ce dossier. Mais évidemment, la détention provisoire n'est pas du tout nécessaire eu égard à la personnalité de M. Fontana et aux charges qui pèsent contre lui dans ce dossier. Pas de confrontation avec les autres inculpés de cette affaire avant début février. Le Britannique Gerrit Jacobs sera sans adversaire le 25 janvier prochain. En sport, un résultat de ski. La descente féminine de Grindelwald a été gagnée par la Suissesse Michela Figini, vous la voyez ici. C'est la championne olympique de la spécialité. Bonne performance d'une Française, c'est Carole Merle. La voici, elle a terminé 3e. Grâce à sa 3e place, Carole Merle s'est hissée à la 3e place de la Coupe du Monde, justement. Les Jeux Olympiques sous le signe d'A2, ou A2 sous le signe des Jeux Olympiques, c'est comme vous voulez. En tout cas, pour les Jeux d'Albertville, ce sera Antenne 2 avec FR3, c'est-à-dire tout le service public de la télévision qui vous retransmettra ces Jeux. Une garantie de qualité et de passion, bien sûr. Jean Mamère. Albertville et sa mairie seront donc en 92 et pour 15 jours le centre mondial du ski. Pour Antenne 2, FR3 et France Inter, l'ensemble du service public, ces Jeux Olympiques d'hiver sont un grand défi de la communication à relever. Avec France Télécom et la collaboration de TDF et de la SFP, ce sont 23 cars régis, 156 caméras, 300 magnétoscopes, 550 cabines de commentateurs utilisées, sans oublier le centre de presse ultramoderne de Moutier, capable d'accueillir 1200 personnes. L'utilisation du satellite, bien sûr, et de la fibre optique pour Courchevel et Méribel permettront ainsi une couverture complète et totale à destination du monde entier. Ce sont les procédés les plus modernes et notamment sur la manière de mélanger les images. Ce seront des installations hyper sophistiquées et totalement neuves qui seront mises en place. Même le choix des 12 sites olympiques a été fait le plus souvent en fonction du spectacle télévisuel. Exemple, la descente de Val d'Isère. Un nouveau tracé lui a été dessiné, destiné à recevoir 25 caméras, une tous les 100 mètres, sans ne rien noter à son côté, purement sportif. Ce sera une descente éminemment technique, spectaculaire, qui sera vue du pied des pistes sur pratiquement sa totalité, ce qui n'arrive jamais. La descente femme de Méribel est de la même veine. Et donc, là encore, on se dirige vers des décisions qui ont déjà été prises, qui ont été difficiles à prendre parce qu'elles sont risquées, mais qui doivent nous amener à présenter un programme et pour les images, télévision et cinéma, et pour les spectateurs qui sera inhabituel. Albertville. Les Jeux d'Albertville risquent bien dans ces conditions d'être alors une belle fête. Il y avait un tiercé écarté plus, voici les résultats. C'était à Cagnes-sur-Mer, je vous le rappelle. L'ordre d'arrivée du tiercé 7, 18, 17, 295 francs dans l'ordre, 59 francs dans le désordre. C'est un petit tiercé. Le quarté, 7, 18, 17, on ajoute le 12, un quarté pas très gros non plus. 1962 francs dans l'ordre, 163 francs 50 dans le désordre. Voilà, dans un instant, la météo de Laurent Cabrol qui aperçoit pour demain quelques rayons de soleil. Lui, il peut faire ça. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Henri Sagnier à 22h30 avec un flash, et puis à minuit pour la dernière édition du journal, juste après édition spéciale consacrée aux armes chimiques. Demain, 6h45, Télématin, Roger Isabelle et toute sa troupe. L'invité des 4 vérités, ce sera le directeur du BIT, le Bureau international du travail, Francis Blanchard. À demain soir, 20h.